Merci Yolène pour cette invitation aux universités d'été. Merci au château de nous accueillir et puis merci au public de remplir la salle, preuve de cet intérêt pour l'intelligence animale. Alors j'espère ne pas vous décevoir en soulignant effectivement que je ne suis pas éthologue ou biologiste ou autre, donc il ne faudra pas me poser des questions sur comment dresser, quelle est la meilleure méthode pour dresser un chien, parce qu'elle va dire je n'en sais rien. Ce qui m'a intéressé en tant que journaliste spécialisé en histoire, je travaille une forme d'histoire qu'on appelle l'histoire globale, qui essaye de travailler sur les très grandes durées, de prendre un objet sur toute sa durée historique, de le travailler dans toute sa dimension géographique, et donc qui a vraiment une appétence pour les grands sujets, et qui travaille également de façon transdisciplinaire, c'est-à-dire en associant plusieurs disciplines autour d'un sujet précis. Et je me suis intéressé au chien parce que c'est l'animal qui traîne de loin depuis le plus longtemps dans nos pattes. En effet, on est certain qu'on avait domestiqué le chien il y a au moins 17 000 ans, et peut-être même 30 000, 32 000 ans. Donc c'est un très long compagnonnage quand on pense que les animaux suivants à avoir été domestiqués, c'était il y a 12 000 et encore 10 000, 9 000 ans. Donc le chien a été domestiqué bien avant les autres, à l'époque où nos ancêtres étaient encore chasseurs-cueilleurs. Alors on s'interroge beaucoup sur les modalités de cette cohabitation, et les disciplines dont je m'occupe, l'archéologie, l'histoire, etc., permettent d'écrire une nouvelle histoire maintenant que nos yeux se sont un peu dessillés, qu'on commence à penser que les animaux peuvent être acteurs de l'histoire, qu'ils ont des émotions, qu'ils ont une intelligence, une capacité d'adaptation, et que ce ne sont pas de simples machines qui réagiraient à des stimuli mécaniquement. Et en conséquence, on commence à écrire des histoires du point de vue des animaux. Donc c'est ce que je me suis intéressé à faire dans Momocanis, ça a été de présenter l'histoire humaine du point de vue des chiens. Parce que c'est vraiment, nous allons nous en rendre compte, l'animal qui a le plus interféré avec nous, qui a le plus d'humain en lui. Et nous avons aussi tous un peu de chien en nous. Et la méthode donc pour faire parler ces animaux, c'est que je vais vous demander dans un premier temps d'identifier ces différents canidés, et puis après je vous demanderai lequel vous voulez entendre, lequel vous voulez faire témoigner de son fragment d'histoire. Parce qu'en fait, le problème des chiens, c'est qu'ils vivent vraiment dans l'instant présent, ils peuvent anticiper, avoir une notion de futur, mais ils sont plus que nous au monde, dans la mesure où nous voyons le monde à travers les yeux. Les chiens, comme la plupart des animaux, combinent plusieurs sens pour être au monde, pour le sentir différemment. Je vais prendre un exemple. Vous avez un chien, vous le voyez à 400 mètres, et vous calculez le temps qu'il vous faudra pour arriver et le caresser. Pour le chien, si vous êtes sous le vent, vous êtes ici et maintenant. 400 mètres pour lui, ce n'est rien. C'est la distance d'odorat qui lui permet de savoir que vous êtes présent. Et c'est la même chose que si vous étiez là. Il vous sent. Donc les ressentis animaux forment aussi une autre façon d'être au monde, de ressentir le monde et de le partager avec nous. Et les chiens peuvent également être des médiateurs dans ces autres façons de voir le monde. Alors, nous allons maintenant rentrer dans le vif du sujet, le petit interrogatoire. Je propose de procéder de gauche à droite et de haut en bas. Et on va commencer par le gros canidé là-haut à gauche. Est-ce que vous le reconnaissez? Le loup gris, ou loup commun. Je le fais figurer en tête parce que, en fait, c'est de lui que descend tout le reste, en bas en tout cas. On sait aujourd'hui en effet par la génétique que le chien ne résulte pas d'un mélange de canidés comme on le pensait autrefois. On pensait que par exemple les humains avaient mélangé des loups et des chacals ou des loups et des renards. Il n'en est rien. Les chiens descendent tous d'une lignée de chiens qui a été domestiquée en Chine il y a environ 17 000 ans. Et alors, la grande question, le grand miracle, mais c'est une question qu'on peut poser à certains de ces canidés, c'est comment nos ancêtres ont-ils réussi ce tour de force de transformer un loup gris de 50 kg en chihuahua de 2 kg.
Donc on pourra peut-être parler de ce miracle, ça dépendra de quelle canidé vous choisissez de faire témoigner. L'animal suivant, le reconnaissez-vous? Dingo, oui. Je le fais témoigner en tant que, en fait, premier chien, mais on pourrait aussi y voir, parce que les différences ne sont pas flagrantes, beaucoup de ces chiens, de ces vrais chiens, de ces chiens qui sont encore aujourd'hui les plus nombreux sur Terre, qu'on appelle en Afrique les chiens de village, en Inde les chiens parias, ou les chiens errants, ou peu importe, qui étaient encore présents en France, il ne faut pas l'oublier, il y a un siècle, mais que notre hygiénisme a détruit. Et ces chiens-là, finalement, ce sont les vrais chiens. Ce sont ceux qui ont coévolué avec les humains depuis le début. Et à partir de ces deux canidés, le loup gris et le dingo, ça a été la pâte à modeler qui a permis de faire tout le reste. Alors nous allons continuer notre exploration. Le petit canidé là qui flotte en haut, le renard. Alors, est-ce que vous devinez pourquoi j'ai mis un renard roux? Non? Eh bien tout simplement parce qu'il était domesticable et on ne l'a pas domestiqué. On a pris le loup. Donc c'est une histoire étonnante. Et ensuite, on peut naviguer. Celui-là, c'est un lévrier, oui. Alors un lévrier d'un type un peu ancien, c'est ce qu'on appelle un salouki, ou lévrier persan. Voilà, donc un bel animal. Le suivant. Alors le Saint-Bernard. Il ressemble un peu au Bouvier bernois. Alors, malheureusement, le document sur lequel j'ai dû travailler en urgence n'indexait pas les races de chiens. Je pense que c'est un Landseer, c'est-à-dire un chien anglais du 19e siècle qui est de la souche des Terre-Neuve et qu'on a voulu avoir esthétique, c'est-à-dire dans lequel on a sélectionné le noir et le blanc. Admettons que ce soit un Landseer. Ensuite, nous allons partir complètement à gauche. Donc, le petit bout de chou là-bas. Chihuahua, très bien. Celui qui flotte au-dessus dans les airs avec un ruban dans les cheveux. Oui, il y a un basset à droite, mais avec le petit ruban dans les cheveux. Shih Tzu, exactement. Un petit chien chinois. Ensuite, donc, un basset, effectivement, basset hound. Et ensuite, si on descend à droite du Chihuahua. Bravo, un carlin. Et ensuite, caniche. Caniche blanc, caniche noir. Ensuite, un bulldog, oui. Alors, est-ce que vous distinguez... Alors, il y a deux bulldogs, en fait. Le grand secret, c'est qu'il y a deux bulldogs. Un bulldog français et un bulldog anglais. Et ils ont des histoires différentes à raconter, mais complémentaires. Alors là, le tour de force pour celui qui arrive à identifier la bestiole suivante. Un Basenji. Pas loin, j'ai cru moi aussi que c'était un Basenji. En agrandissant, je me suis rendu compte que non. Alors le Basenji, c'est un chien africain qui est issu des chiens de village. Un chien mexicain. Oui, un chien mexicain, un chien nu mexicain, ou Xoloitzcuintle. Alors je ne le ferai pas tout le temps, mais on peut abréger en Xolo. Xoloitzcuintle, c'est un chien qui n'a pas de poils. Le suivant. Border Collie, berger australien, ça peut être l'un ou l'autre. Plus probablement un berger australien, mais ça se ressemble énormément, et en tout cas, c'est vraiment très proche. Donc on peut l'appeler Border Collie ou berger australien, peu importe. Le suivant. Malinois, berger belge malinois. Ah, il y en a qui préfèrent... Oui, il y a des préférences qui vont s'exprimer sûrement. Le suivant, est-ce que vous devinez de quoi il s'agit? Alors, qu'est-ce que j'entends? Le gros chien blanc ici, il y en a qui disent? Staff. Pitbull. Dog argentin, bonne réponse. C'est soit un dog argentin, soit un canet corso, mais en tout cas un de ces gros dogs contemporains d'environ 60 kg qui sont assez impressionnants et qui ressemblent à un pitbull géant. Et le dernier, le gros géant débonnaire, le Saint-Bernard. Et bien voici donc tous les canidés qui ont participé, enfin il y en a quelques autres, qui ont participé à cette histoire commune de l'humanité et des chiens. Et est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui a une préférence pour écouter un de ces canidés
nous parler de son histoire. Dingo. Dingo, c'est un très très bon choix. Alors je vais un peu l'écouter. Désolé pour l'enregistrement. Voilà, c'était juste pour essayer d'entrer en communication avec Dingo pour voir quelle histoire il a à raconter. Alors, Dingo est probablement aujourd'hui le plus vieux chien contemporain, avec son cousin très proche, le chien chanteur de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Donc c'est un animal de 15, 18, 20 kilos maximum, à poil généralement ras pour la chaleur du désert australien. Quand il est dans les montagnes, il se couvre un peu plus de couleur, d'épaisseur de poil. Il est généralement fauve, roux, mais il a souvent des manchons blancs, voire pour certains, ils ont des marques de domestication, telles que des taches noires ou blanches ou grises. Mais les robes sont généralement uniformes. On sait que Dingo est arrivé en Australie très tardivement. Les premiers humains sont arrivés en Australie, on le sait aujourd'hui, il y a au moins 67 000 ans. Dingo entre 10 000 et 5 000 ans. 3500 ans ou plus tard. On sait qu'il venait d'Asie, qu'il faisait partie d'une souche de chiens domestiqués en Asie il y a 10-15 millénaires. On sait également qu'il porte un très rare gène, un haplotype particulier qui permet de retracer sa diffusion à travers les différentes îles indonésiennes jusqu'à son introduction accidentelle en Australie et en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Ce gène est tellement rare qu'on estime qu'une seule femelle gestante, fécondée par 2 mâles, a pu donner naissance à toute la lignée des dingos. Il a un patrimoine génétique très réduit. Oui, une seule chienne, 2 mâles. Alors, quel est le secret? Ça va me permettre d'expliquer quel est le secret du chien par rapport au loup. Vous savez tous que les loups, pour subsister dans la nature, s'associent en groupes qu'on appelle des meutes, qui sont en fait une autre façon de dire la famille. En général, le mâle et la femelle dominants sont les papas et la maman, qui ont seuls le droit de se reproduire, inhibent la sexualité des autres, mais la coopération des loups leur permet d'abattre de grandes proies. Et en fait, pour élever des petits, un seul couple met bas. Ils ont quelques petits, 2-3 qui vont survivre à la première année, et il faut 2 ans, il faut mobiliser 6, 8, parfois 15 loups pour élever pendant 1 an ou 2, 3 petits pour qu'ils soient autonomes. En bref, le loup, c'est un fauve parfaitement adapté à son milieu, mais vraiment produit au détail, c'est un fauve artisanal. Le chien qui en descend a trouvé une autre solution, c'est d'interagir avec nous. La chienne va, quand on la laisse libre, donc le dingo est à cet égard parfaitement représentatif, la chienne va voir les chiens qui lui plaisent et elle va avoir 2 portées, enfin une portée tous les 7 mois, presque 2 portées par an, produire 8, 6, 8 petits à chaque fois. Bref, elle va faire plein de petits. Elle ne va pas s'en occuper, en fait, elle va les allaiter, et puis au bout de 2 mois, elle en a marre, et dans la mordille, les petits chiots sont prêts à se débrouiller, elle les lâche dans la nature, et elle va folâtrer ailleurs pour repartir sur un nouveau cycle. Et les chiots vont mourir, l'essentiel des chiots vont mourir, 19 sur 20 en moyenne. Celui qui va survivre, c'est celui qui va se rapprocher des humains, et quémander un peu de nourriture, parce qu'il est prêt à tout digérer déjà. C'est une machine à digérer n'importe quoi, le cru, le cuit, le pourri, la pâtée industrielle ou les déchets de poisson, peu importe. Il est prêt à manger. Et donc si un humain s'amourage de ce chiot, lui donne un peu à manger, préserve la nourriture qu'il lui donne de la concurrence des autres chiens, alors ce chien atteindra l'âge adulte. Et c'est comme ça que vivaient les dingos auprès des communautés aborigènes avant l'arrivée des Européens. En fait, les Australiens, les aborigènes, avaient vécu pendant 60 000 ans sans chien sur leur grande île. Et quand ils ont vu arriver le chien, ils ne savaient pas quoi en faire. Ils ne savaient pas qu'on pouvait l'utiliser à la chasse, ils ne savaient pas qu'on pouvait garder des biens avec, d'ailleurs ils n'avaient pas de biens. Et les chiens se sont attachés à eux, et donc ils sont entrés en symbiose, mais ils ne s'en sont pas servis comme nous on s'en servirait.
Et de temps en temps, les chiens vivaient autour des campements, ils rentraient dans les campements, les jeunes chiots se atteignaient l'âge adulte grâce à l'aide des enfants ou des femmes qui leur donnaient à manger. Et après, quand un chiot atteignait l'âge de se débrouiller, d'accéder tout seul à la nourriture, au bout d'un an ou deux, il quittait le campement, il restait à proximité. On se servait du chien essentiellement comme nourriture, parfois un repas de fête. Parfois, on s'en sert aussi, les nuits dans le désert sont froides, comme couverture. Et c'était cette symbiose-là qui permettait aux humains et aux chiens de prospérer. Ah, et le dernier détail, c'est que les chiens jouent un rôle très important dans les communautés humaines de tout temps. Ce sont des videurs-dires, extrêmement performants. Ils mangent tout, y compris les excréments des enfants. Vous n'avez pas besoin de couche-culotte dans un village papou quand vous avez des chiens errants. Ils vont lécher le postérieur des enfants. Et ainsi, ils assainissent les campements. Ils consomment les déchets, etc. Et peut-être le premier pacte de domestication ne s'est-il pas noué autour de la chasse, mais, pour certains éthologues, autour du fait que les chiens sont de parfaits vides-ordures. Et encore aujourd'hui, le chien sauvage, chien paria, chien errant, peu importe comment on l'appelle, chien de village, représente l'essentiel des chiens sur Terre. On a tendance à penser qu'en fait, un chien, quand je vous dis un chien, vous pensez, selon votre expérience personnelle, à une race précise, berger allemand ou caniche ou peu importe. Mais encore aujourd'hui, les chiens errants sont majoritaires dans le monde et on pense qu'ils sont environ 7% de la population humaine parce qu'on considère que 100 humains font assez de déchets pour nourrir 7 chiens. Et voici comment, depuis l'aube des temps, nous vivons avec Dingo et ses semblables. Et c'est à partir de lui qui porte ces chiens-là, ces chiens errants, portant eux toute la variabilité génétique à partir de laquelle on a fait du Chihuahua comme du Saint-Bernard, de 1 à 100 kilos. Est-ce que vous voulez en entendre un autre? Oui. Le renard. Le renard. Le renard sur la domestication. Alors, tous ces canidés-là, à l'exception du renard, ont en commun de faire partie en fait de la même espèce, dans la mesure où ils sont interfertiles. Si monsieur le loup arrive à avoir commerce avec madame la caniche, il y aura des descendants, et ces descendants seront fertiles. En général, il va plutôt la boulotter, je suis d'accord. Mais dans l'absolu, il pourrait. Et donc, ils font partie de la même espèce, sauf le renard qui a divergé depuis trop longtemps de ces canidés-là, et donc n'est plus interfertile avec eux. Mais en revanche, la question s'est posée, pourquoi a-t-on domestiqué le loup gris et pas le renard? Et en fait, il n'y a pas de réponse, c'est-à-dire que le renard était domesticable, et un savant russe, Dmitri Belaïev, l'a prouvé dans les années 50. Il a isolé des souches de renards argentins, et il a fait en sorte de les domestiquer. Alors, il a un peu triché dans la mesure où il savait que c'était possible. Et donc, il y arrivait très très vite. Le processus a dû prendre un peu plus de temps pour nos ancêtres. Est-ce que vous devinez en combien d'années il a réussi à obtenir un renard domestiqué? Non, il lui a fallu 14 ans, 14 générations de renards. Et au bout de 14 générations de renards, il avait un renard qui était transformé en chien. Ça veut dire quoi? Quelle est la différence fondamentale entre... Quelles sont les différences entre un loup et un chien? Alors, le chien aboie et pas le loup. En fait, le louveteau aboie, mais il n'aboie plus à l'âge adulte parce que c'est un signal de détresse émis par les petits. Et en fait, le chien aboie pour communiquer avec l'humain. C'est toute une couche qui s'est rajoutée dans son cerveau pour être en interaction avec nous. Est-ce qu'il y a d'autres différences? Il y en a qui vivent en meute et pas l'autre? Oui, les chiens ont perdu cet aspect de vivre en meute. C'est un groupe, mais c'est pas vraiment une meute. Oui, voilà, ils ne fonctionnent plus selon les principes d'une meute, sachant que les loups ne fonctionnent pas tous en meute, c'est-à-dire que les loups qui sont sous les tropiques sont des chasseurs solitaires de taille plus réduite, comme les loups d'Éthiopie ou les loups d'Inde, et que comme ils chassent des petites proies, ils n'ont pas besoin de s'associer pour tuer des grosses proies. Alors il y a beaucoup d'autres différences en fait. Les dents? Oui, les dents, elles sont beaucoup plus réduites chez le chien que chez le loup. La façon de boire. Ah, ça je n'avais pas pensé. La façon de boire. Peut-être. Les pattes, la démarche?
La démarche, oui. Même la taille des pattes. En général, le loup est beaucoup plus haut sur pattes que le chien. Il y a aussi la période de plus grande possibilité d'apprentissage. Il me semble qu'il y a une période pour le chien qui n'est pas la même que pour le loup. Oui, alors ça c'est une remarque anthropocentrée, c'est-à-dire qu'on a beaucoup plus de temps pour dresser un jeune chiot, pour l'imprégner et lui faire croire qu'on fait partie de son univers et qu'il ne doit pas réagir négativement à notre présence. La fenêtre de tir pour conditionner un jeune chiot, elle est de plusieurs mois. Pour conditionner un loup, ça se compte en quelques semaines. Tout simplement, en fait, c'est une modification cervicale. Le chien a une plus petite tête que le loup, proportionnellement au corps, 20% de cervelle en moins, et on a enlevé toute la partie de la cervelle qui servait au loup à dire « Attention, je suis en présence d'un humain, je stresse, j'ai la frousse, s'il m'approche trop, je mords ». Toute cette partie-là, agressivité, fuite, etc., stress en présence d'un humain, disparu. Voilà pourquoi on peut facilement interagir avec un chien. C'est la sélection qui est arrivée à... C'est par sélection. On a sélectionné effectivement les chiens. En fait, on a sélectionné les loups gris jusqu'à ce qu'ils se transforment en chiens. Et qu'est-ce qu'un chien? C'est un loup adolescent, pour les plus grandes formes, voire enfant, maintenu en enfance ou en adolescence perpétuelle. C'est un loup incomplet. Ils ont en fait tout ce qu'on a dit, la petite tête, les pattes raccourcies, l'aboiement, sont des caractères de louveteau. On a sélectionné le louveteau dans les loups jusqu'à en faire des chiens. Et par exemple, une queue courbe, c'est un trait typique des louveteaux. Après, la queue est droite pour le chien. Elle sert à marquer la hiérarchie. Les oreilles tombantes, c'est un trait de louveteau. Les oreilles, en revanche, expriment quelque chose chez les loups. Ça empêche les chiens de communiquer aussi effectivement que les loups dans une société sauvage. Mais en revanche, ils sont parfaitement adaptés à notre société à nous. Et c'est comme ça que Dimitri Belaïev a transformé un renard en chien. C'est quand il a vu des couleurs particulières apparaître sur le pelage du renard. Quand le renard a vu ses pattes raccourcir, son museau devenir plus petit, ses dents beaucoup moins pointues et beaucoup moins mordantes, on comprend tout l'intérêt qu'il y a à ce qu'un carnivore qui partage votre maison ait moins de mordants et une mâchoire moins puissante, etc., qu'il soit plus petit, plus docile. Voilà donc les traits caractéristiques du renard qui s'effacent, la queue qui se met à arquer, les oreilles qui deviennent tombantes et le renard qui adopte des couleurs particulières. Il est donc bien domesticable et ça a même apparemment été fait de temps en temps dans la préhistoire avant qu'on opte finalement pour le loup, mais le renard était domesticable. Et du coup, tous les chiens, ils se comprennent entre eux, vu qu'on a fait des modifications. Alors, par exemple, un charpais et un malinois, par exemple, ça n'a pas du tout les mêmes... Enfin, ça bouge pas pareil. Oui, ils communiquent et ils se comprennent entre eux. Souvent, néanmoins, les petits sont plus immatures que les gros. Ce qui veut dire que, par exemple, un petit peut passer devant un gros et l'attaquer, mordre, aboyer, faire semblant. Mais en fait, il joue parce qu'il est immature. Et le gros le prend comme ça. C'est un gamin, je ne vais pas réagir plus que nécessaire. C'est souvent comme ça que les relations entre les chiens s'équilibrent. C'est-à-dire que un des traits caractéristiques de ces chiens de petite taille, c'est souvent qu'ils ont des gros yeux, ce qui est une caractéristique des bébés en fait. Ils ont un visage rond, aplati, des gros yeux. Mais en fait, c'est ce qu'on a privilégié aussi dans l'évolution, puisque je vous ai dit, le chien qui survivait sur 20, c'était celui qui parvenait à se faire adopter pour les humains. Et ils ont en fait parasité notre programme, s'occuper des bébés. Avec leurs grands yeux ronds, leur tête ronde, leur faciès de bébé, ils ont pris d'assaut notre affectivité pour se faire adopter. Et donc, ça aussi, ça a été une sélection jouant sur le temps long et aboutissant à créer toutes ces races. Est-ce que vous voulez en entendre un autre? Le lévrier. Le saint? Le lévrier. Le lévrier, le salouki. Le salouki est donc un lévrier qui vient d'Asie et c'est le moment en fait de parler des 3 étapes de fabrique des chiens. Je vous ai dit que du loup gris, on avait fait un chien jaune, ou dingo, ou peu importe comment on va l'appeler.
Une fois procédé à cette première modification, pendant 10 000 ans, ce chien-là n'a guère évolué et il reste encore, je vous l'ai dit, le chien majoritaire. Et puis, il y a environ 5000, 5500 ans, on voit apparaître des sociétés beaucoup plus constituées, notamment en Mésopotamie et en Égypte, autour de centres urbains importants. C'est l'apparition des villes, de l'administration, l'invention de l'écriture. On sent que des pouvoirs forts émergent et ces pouvoirs vont être en mesure de contrôler la sexualité des chiens. Jusqu'ici, les chiennes forniquaient avec qui elles voulaient et la ressemblance était uniformément dans le style dingo, on ne bougeait pas beaucoup. Et il y a 5500 ans, on commence à voir apparaître des types de chiens. Un type de chien, c'est un chien dont on contrôle suffisamment bien la sexualité pour décider de tuer dans les portées tout ce qui ne ressemble pas à ce qu'on vise à obtenir. Et finalement, au bout de quelques générations, en orientant cette sélection, on finit par obtenir 2 grandes souches de chiens particuliers, un les lévriers et 2 les dogs. Et on comprend bien que c'est un acte de pouvoir des élites de l'époque, puisqu'il s'agit de modeler le corps des chiens pour un usage déterminé. Le lévrier est optimisé pour la course. Fin, racé, extrêmement rapide, par convergence évolutive forcée, puisque là, ce sont les humains qui l'ont fait évoluer, on en a fait quelque chose qui est l'équivalent canin d'un guépard. C'est extrêmement rapide, ça vole littéralement au-dessus du sol, ça a une cage thoracique surdimensionnée, une taille très fine, un museau très long, et contrairement aux autres chiens qui chassent généralement par l'odorat, celui-ci chasse à vue. Et donc c'est un animal qu'on a délibérément sélectionné, dont on a modelé le corps, pour qu'il accompagne l'élite dans ses activités. Et l'autre chien sert également à l'élite, parce que quand vous faites un combattant comme un dog, c'est-à-dire un chien dont vous privilégiez la masse, la puissance, la mâchoire et la force et la taille, c'est que vous avez l'intention d'en faire soit le gardien de vos biens, gardien de troupeau ou autre, soit un compagnon pour la guerre. Et en fait, les 2 activités de l'élite vont être, dans l'histoire, traditionnellement, la chasse et la guerre. Et ça tombe bien parce que les chiens excellent à faire les 2. Et donc, l'élite va se faire accompagner, jusqu'à très tardivement, de chiens au corps modelé pour leurs besoins de chasse et de guerre. Donc des lévriers et des dogs. Donc ça, c'est le type. On appelle type un chien dont le corps a été modelé en vue d'un but précis. Plus tard, on va arriver à faire des sélections encore plus précises. Ça sera à peu près au temps des Romains, il y a 2000 ans. Et là, on parlera de variété. Et beaucoup plus tard, c'est-à-dire au 19e siècle, on pourra faire des races. Et ça viendra en fait avec des sociétés de plus en plus complexes qui développent des capacités de plus en plus importantes à sélectionner rigoureusement les lignées de chiens afin de les modeler. Voulez-vous entendre un autre animal ? Cholo. Cholo. Donc pour mémoire, c'est le chien sans poil du Mexique. On connaît son existence par les textes des conquistadors qui, lorsqu'ils débarquent au Mexique, dans les années 1500, disent que les Mexicains engraissent des chiens de taille moyenne, sans poil, donc qui sont plus chauds au contact que d'autres chiens, et qu'ils les castrent pour que ceux-ci grossissent, et qu'ils les mangent, et que ce sont des chiens muets, ils n'aboient pas. Et en fait, Cholo est une des races de chiens qui sont nés dans les Amériques, et c'est aujourd'hui la seule race de chiens américaine qui ait survécu au grand brassage biologique qui a suivi la conquête de l'Amérique par les Européens. Et en fait, on soupçonne aujourd'hui que les premières vagues d'occupants des Amériques, c'est-à-dire les Amérindiens, qui sont arrivés en Amérique il y a au moins 15 000 ans, sinon plus, dans les vagues qui sont arrivées il y a 15 000 ans depuis l'Asie, ils avaient avec eux des chiens domestiqués, et ces chiens les ont aidés à chasser probablement le grand gibier des Amériques. Alors il faut savoir que quand les humains sont arrivés dans les Amériques, il y a à peu près de ça, donc 25 à 30 000 ans, mais en tout cas la vague d'il y a 15 000 ans est arrivée avec des moyens de chasse extrêmement perfectionnés et avec des chiens.
Et donc elle a été décisive sur l'écologie des Amériques, dans la mesure où la plupart des grands animaux américains ont alors disparu. Si on revenait en arrière il y a 100 000 ans, l'équilibre biologique des animaux était radicalement différent de celui du monde que l'on connaît, tout simplement parce que, par exemple, en Afrique, c'était le continent qui avait les animaux les plus petits. C'est contre-intuitif parce qu'aujourd'hui, quand on parle de gros animaux, c'est à l'Afrique qu'on pense, après à l'Asie. Mais à l'époque, c'était l'Afrique donc, qui avait les animaux les plus petits. Et en Amérique, il y a 100 000 ans, on trouvait par exemple 6 espèces d'éléphantidés, 4 espèces de bisons, des paresseux gigantesques de 2-3 tonnes qui vivaient pour certains dans l'eau, d'autres qui creusaient des terriers. Toute une faune qui a complètement disparu. Dans la seule Amérique du Sud, on connaît plus de 36 espèces d'animaux de plus d'1 tonne qui ont tous disparu aujourd'hui. Et donc cette destruction est liée à ce que Pierre Jouventin expliquait ce matin. Vous l'avez tous vu faire la sieste sur un éléphant de mer, parce que l'éléphant de mer, vivant sur une île, est resté isolé des humains et ne sait pas que ça peut être dangereux. C'est ce qui a dû arriver aux grands animaux des Amériques, c'est qu'ils ont vu arriver un petit gringalet, accompagné d'un autre gringalet. Ils ne savaient pas que c'était 2 super chasseurs. Et ils ont été littéralement balayés, d'autant plus qu'ils étaient fragilisés par un grand changement climatique à l'époque. La Terre se réchauffait. Quoi qu'il en soit, l'arrivée des humains et des chiens en Amérique a balayé toute la grande faune. Et donc, ce chien-là peut en parler. Ce dont il peut également parler, c'est qu'après, les Amérindiens ont fait des types locaux. Il y avait des chiens de traction dans les grandes plaines qui ressemblaient à des dingos, qui tractaient les bagages. Alors, les Amérindiens n'avaient pas inventé la roue, mais ils avaient inventé le charroi. On mettait 2 bouts de bois, on mettait un paquetage entre les deux, et le chien traînait ça dans les grandes plaines. Ils utilisaient aussi des chiens de traîneau. On trouve des chiens qui servaient à chasser le poisson, enfin à pêcher le poisson plus exactement, en Patagonie. On trouve, au total, on a identifié d'abord 17 races et 17 catégories de chiens précolombiens. Et maintenant, on en compte peut-être 20 ou 30. Certains de ces chiens ont contribué au pool génétique des animaux en bas, mais très peu. Ce qui est arrivé en fait aux chiens amérindiens, c'est qu'ils ont disparu, simplement engloutis par la génétique des chiens des Européens. Et le Xolo est le seul survivant, c'est le seul chien qui est encore dans ses veines une part majoritaire de sang indigène. Et il a failli disparaître. Il a été sauvé dans les années 50 par un attaché d'ambassade américain, Norman Wright, qui s'est attaché pour ce chien, qu'on disait à l'époque le plus moche du monde, puisqu'il était sans poils, etc. Et qui en a recueilli une centaine d'exemplaires, il y en a encore dans les villages, et qui a créé la souche contemporaine de Xoloitzcuintle. Et donc on sait que les Aztèques s'en servaient comme plat de fête, et notamment plat de deuil. C'est-à-dire qu'en Mésoamérique, on pensait que le chien servait à aller dans l'au-delà. Et donc, quand quelqu'un mourait, on achetait un chien et on le mangeait et on enterrait le chien ou une poterie représentant le chien avec le défunt pour l'accompagner dans l'au-delà. On pensait qu'on ne pouvait atteindre le pays des morts qu'en étant guidé par les chiens. Voilà. C'est une belle histoire. L'histoire n'est pas gaie en fait. C'est ça mon problème. Oui, je me posais une question. Tu dis que en fait, ce chien accompagnait les morts. On retrouve aussi Cerbère qui était aussi à la porte des enfers. On retrouve Anubis. Anubis qui sert à peser. Pourquoi ce rôle de psychopompe? Alors, il y a des biologistes qui sont très terre-à-terre et qui reproduisent. Alors, psychopompe, c'est un mot compliqué grec pour expliquer accompagnant dans l'au-delà, accompagnant l'âme au royaume des morts. En fait, ça serait tout bête, ça serait que s'il y a un animal qu'on retrouve le soir dans les cimetières en train de déterrer les os, c'est le chien. Voilà. On sait par exemple effectivement que dans la nécropole de Saqqara, il y a 2500 ans, donc en Égypte, la grande nécropole où les Égyptiens venaient enterrer leurs morts, on a un entrepôt où il y a 8 millions, je dis bien 8 millions, de momies de chiens.
plus quelques animaux ressemblant à des chiens que les Égyptiens classaient dans la catégorie de canidés, même si ce n'en était pas, comme les mangoustes ou les genettes. Et en fait, c'est un véritable élevage de chiens, parce que ce ne sont pas des chiens qui sont morts de leur belle mort, ce sont des jeunes chiens parfaitement viables, d'1 an ou 2, qui ont été sacrifiés. Et l'hypothèse est que les gens venaient en pèlerinage à Saqqara et achetaient un chien à ce moment-là pour le momifier, pour faire un rituel magique qui leur permettait soit d'envoyer un message dans l'au-delà à un proche, soit d'accompagner un proche dans l'au-delà. Et donc effectivement, les Égyptiens vénéraient une divinité de la mort qui était Anubis, qui est un mélange de différents canidés, mais qui a une tête effectivement de chien, chacal, peu importe. Voilà. Et donc le lien, c'est simplement probablement que le chien a une appétence pour les lieux comme les cimetières. En même temps, ou après, ils ont fait la même chose avec les chats. Oui, les Égyptiens divinisaient les chats, mais ils ne s'en servaient pas comme psychopompes. C'est-à-dire que Bastet, la divinité des chats, n'était pas associée au cycle de la mort. C'était un peu différent. Elle est associée au cru du Nil, à la prospérité, mais pas... Voilà. Donc le rapport est un peu différent. On trouve toujours des exceptions, et à faire une histoire très générale, on a l'impression que c'est déterministe, etc. Je donne une analogie. Le chien a souvent été un animal associé à l'au-delà, mais il n'est pas le seul. Est-ce que vous souhaitez entendre un autre canidé? Que dire de Malinois? Alors, j'ai entendu Pitbull et Malinois. On peut faire le Malinois, si vous le souhaitez. Mais le Malinois pose un petit problème, c'est qu'il est très discret sur ses activités. Notamment aujourd'hui, il sert à la guerre. C'est un MWD, comme on dit, c'est-à-dire un Military Working Dog. Un Malinois célèbre a participé, par exemple, à l'exécution extrajudiciaire de Ben Laden. On a rempli ses narines de l'odeur de Ben Laden, on a rempli ses oreilles de la voix de Ben Laden. C'était une machine à retrouver Ben Laden. C'est un chien de combat. Les Américains, par exemple, lorsqu'ils se sont déployés en Afghanistan, avaient 400 Malinois avec eux également. Ces chiens servent à détecter les explosifs, à détecter les mines, les gens en embuscade. Et ils sont revêtus d'une veste par balle avec un harnais. Ils sont entraînés à descendre des échelles, à être tractés par hélicoptère. Voilà. Sauter en parachute, etc. Donc ce sont vraiment des auxiliaires de combat, et il n'a pas tellement le droit d'en parler, mais il propose plutôt de parler de celui qui l'a remplacé, qui est le célèbre berger allemand, qui n'est plus tellement apte au service. Est-ce que vous savez pourquoi? Problème de hanche, trop fragile. Et pourtant c'est très curieux comme histoire, parce qu'initialement il était conçu pour être le chien le plus robuste qui soit. Et il témoigne en fait d'une histoire qui est celle du nationalisme européen. Vous savez que l'État-nation est une notion née en Europe, et à la fin du 19e siècle, quand on a commencé vraiment à faire des races, on a voulu avoir des chiens nationaux qui incarnent les orgueils nationaux, et donc le berger allemand est vraiment l'archétype de cette volonté de modeler un corps parfait et un esprit parfait sous forme canine. C'est arrivé assez tard, c'est en 1899 que Max von Stephanitz, associé à plusieurs personnes, crée une souche de berger allemand après que chaque province de l'Allemagne ait produit son berger à elle, et il décide que ce soit le chien parfait, polyvalent, capable de garder des biens, de garder des troupeaux, d'assister la police, et surtout d'être parfaitement obéissant. En d'autres termes, il modèle le parfait sujet allemand sous forme canine, le sujet allemand dont rêve la nation allemande à l'époque. Et ce rêve-là va connaître une sorte de consécration au cinéma dans les années 1920, avec l'irruption de chiens dont le plus connu est Rintintin. Il y aura toute une lignée de bergers allemands très intelligents qui adopteront des rôles qui tourneront à Hollywood. Et en fait, on ne les appelle plus des bergers allemands. Quelle est l'histoire? C'est qu'en fait, un soldat allemand, Duncan Lee, en 1918, rentre dans un chenil allemand juste après que les lignes allemandes aient été légèrement repoussées lors de la guerre de tranchées. Il tombe sur deux petits bergers allemands qu'il adopte, mais comme l'Allemagne est vaincue, que c'est l'adversaire,
On ne va pas appeler ça des bergers allemands, mais des bergers alsaciens, puisqu'ils ont été trouvés en Alsace. Et jusque dans les années 70, on appellera ça des bergers alsaciens, en tout cas côté allemand et côté français, contre les Allemands qui continuent à les appeler des bergers allemands. Et donc ce sont des chiens qui vont servir également pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y aura des bergers allemands du côté des Allemands et du côté des Américains pour certaines tâches. Et dans les années 70, un des responsables des programmes de sélection de la race aux États-Unis parviendra à imposer l'idée que le bon berger allemand doit avoir une dysplasie marquée, c'est-à-dire un affaissement des hanches à l'arrière pour avoir une silhouette très particulière. Et ce qui est une invention complète des années 70 va finir par affaiblir considérablement la race et faire souffrir aujourd'hui ces animaux. Ils sont d'ailleurs aujourd'hui un peu trop lourds par rapport aux besoins militaires. Et surtout, ils souffrent trop vite de maladies, donc on les a déclassés au profit du malinois et de quelques autres. Voilà la triste histoire du berger allemand qui a incarné un orgueil national avant de voir sa race sélectionnée trop à l'extrême vers certaines idées esthétiques. C'est pour ça que les Belges disent pas trop que le malinois est belge, alors ils osent plus trop. Si, les Belges disent que le malinois est belge, ça fait partie des 4 bergers belges. Mais ça fait partie aussi de l'orgueil national un peu? Oui, la plupart des chiens font partie de l'orgueil national. Là où c'est particulièrement bien documenté, c'est le berger allemand et c'est l'Akita Inu au Japon qui a été conçu en réaction aux chiens nationaux européens dans les années 30. Alors ce chien japonais, c'est les chiens qui ressemblent à des renards? C'est le Shiba Inu qui est un modèle réduit de l'Akita Inu, qui ressemble un peu à un renard. Et donc c'est un chien récent? Tous ces chiens-là, les 6 grands chiens nationaux japonais, Shiba Inu, Kainu, Akita Inu, Hokkaido-ken, sont des animaux dont le pédigré a été établi entre 1936 et 1939. Mais tous sont des chiens récents dans l'absolu, c'est-à-dire que les races sont quelque chose de très récent. La plupart n'ont été enregistrés dans les registres des instances internationales que dans les années 1950. Alors, il n'y a pas de Basenji, celui-là c'est le Xoloitzcuintli. Le Basenji, c'est un chien d'Afrique, issu des chiens jaunes, qu'on a particulièrement sélectionné, parce qu'il a certaines particularités dites primitives, mais là je ne me rappelle plus vraiment bien. Et le malinois? Le malinois? J'en ai parlé, mais il ne voulait pas trop parler de ses activités, voilà. C'était des lignées bergères. Pardon ? Il a été sélectionné pour être berger. Oui, il s'est rassemblé un troupeau, mais si on doit parler des bergers, on peut peut-être demander au colis. Mais tout à l'heure, le jeune homme souhaitait entendre... Quelqu'un souhaitait entendre le dog argentin. Pour finir, le malinois, pourquoi Malines? Malines, c'est à côté de Bruxelles. Les Belges ont créé 4 races de bergers et ils leur ont attribué des noms régionaux. C'est le nom, c'est tout. C'est pas oui, c'est le nom de la ville. C'est qu'il a probablement été fait à partir de chiens de cet endroit-là. Il faut bien se méfier, c'est-à-dire que souvent, les pédigrés des chiens sont coloriés de légendes vraiment très colorié, mais complètement invérifiable. Vous entendrez dire de tel chien qu'il est issu de chiens qui vivaient il y a 3 ou 4 000 ans. C'est complètement faux. Même les Salouki d'aujourd'hui ont été mélangés à des lévriers venus d'Europe pour augmenter certaines performances. Donc il n'existe pas de chien que autrefois on est complètement sélectionné en vue d'une activité définie. Il a fallu pour cela pour faire des races, il a fallu contrôler massivement la sexualité des chiennes, et ça n'a été possible que dans un univers de surveillance, avec des pédigrés, des carnets de vaccination, des suivis des lignées, et donc c'est la société européenne du 19e siècle qui a créé ça, qui a créé les races. Avant, on peut parler au mieux de variétés, et généralement de types de chiens. Et on a créé beaucoup de races récemment, simplement
en rajoutant de la légende derrière. On peut citer par exemple, je cite le cas des bergers dits turcs. Il en existe 3 catégories, les Kangal, les têtes noires et les têtes blanches. Ces 3 races qui ont été enregistrées respectivement aux États-Unis et en Grande-Bretagne sont en fait des pures créations des années 80-90, où on a envoyé des spécialistes des chiens chercher des chiens dont on avait défini préalablement le pédigré en disant qu'ils doivent ressembler à ça. Et donc les gars arrivaient, ils allaient dans les villages, alors je cherche un gros berger, donc non, trop petit, ah lui ça va, alors il me faut une tête noire, non, oui, lui, bon. Et on retirait ainsi ces chiens-là, et à partir de quelques chiens, on créait une race. La plupart des races, elles ont été créées comme ça. Et aujourd'hui, les Turcs ont inventé des histoires. Au début, on disait de ces chiens qu'ils descendaient des dogs du Tibet via la Mésopotamie, ce qu'on retrouvait sur les... Et ils ressemblent effectivement en masse à des dogs de l'iconographie archéologiquement attestée de Mésopotamie d'il y a 3000-3500 ans. Mais c'est un pur hasard morphologique. Ce que je veux dire, c'est qu'on crée très facilement une race parce que c'est un animal extrêmement plastique. On le voit bien entre le chihuahua d'1 kilo et le Saint-Bernard qui peut atteindre les 100 kilos. Aucun autre mammifère, aucun autre animal complexe sur Terre n'a un génome aussi plastique. Vous n'avez jamais autant d'écart de taille. Et pourtant, c'est le même animal. Voilà, donc je me suis peut-être un peu égaré, mais c'était sur la question des races. Alors, je vais peut-être répondre par rapport au dog, ou alors... oui, pitbull ou dog, peu importe. Par rapport aux chiens de combat. Il y a beaucoup à dire sur les chiens de combat, mais je vais revenir donc sur l'idée on sait qu'on utilise les chiens à la guerre. Il y a au moins, les premiers écrits l'attestent, il y a au moins 3500 ans, et l'iconographie un peu avant, où on voit des chiens sur ce modèle morphologique-là, des dogs, rapidement équipés de ce que les Romains appelleront mellum, c'est-à-dire des colliers à pointe, qui servent à éviter qu'un autre chien le morde à la gorge ou qu'un humain le saisisse par le collier pour le maîtriser. Ce sont des animaux qui vont être progressivement sélectionnés pour leur masse. Pour donner une idée, les premiers doivent peser 60 kg, c'est déjà un adversaire assez coriace. À l'apogée de l'usage de ce type de chien, ce seront les Espagnols au XVIe siècle. On a des chiens de plus de 120 kg. Il faut vraiment imaginer la taille de ces animaux, c'est la taille d'un veau. Ils sont recouverts d'acier. Les Espagnols savent forger des armures. On les équipe de colliers à pointe. Et l'histoire est très particulière. C'est-à-dire que pendant 3000 ans, autour du bassin méditerranéen, on a testé ces chiens. On s'en servait aussi pour des buts de propagande. Par exemple, certains rois faisaient jeter leurs prisonniers aux chiens pour les faire déchiqueter par les chiens afin de frapper de terreur les adversaires. Et les Romains utilisaient... les légions étaient assistées de ces auxiliaires-là. Toujours, on faisait combattre un chien et son maître côte à côte. Et même au Moyen-Âge, on continue à se servir de chiens. Il y a une innovation au Moyen-Âge, vous le savez, l'étrier arrive d'Asie, vers le 8e, 9e siècle. Il change les règles du combat à cheval, permet la naissance de la chevalerie. On dresse alors ces chiens, on les croise avec des lévriers pour qu'ils soient plus véloces. Et on dresse ces chiens à sauter sur les cavaliers pour les désarçonner. Progressivement s'impose l'usage, on le voit bien sur la tapisserie de Bayeux quand Guillaume envahit l'Angleterre en 1066. Il y figure plusieurs dizaines de chiens, 2 types de chiens, des chiens de type lévrier mais un peu renforcés en taille qui servent à chasser et à ravitailler les commandants de l'armée, et des chiens de type dog plus puissants qui servent effectivement aux engagements au corps à corps, à enfoncer parfois des formations de fantassins, etc. Les Espagnols vont pousser ça très très loin lorsqu'ils envahiront les Canaries, donc la population indigène des îles des Canaries, qui sont au large du Maroc, n'avaient jamais vu de chiens et ils vont être complètement terrifiés par les chiens. Et donc les Espagnols les réduisent en esclavage pour faire du sucre sur les îles, et ils dressent les chiens à aller chercher les esclaves en fuite. Et donc se met en place une nouvelle race qu'on va appeler plus tard dog de Cuba, qui est un mélange optimisé entre le dog et
lévrier, un animal d'environ 120 kg, est dressé à attaquer les humains. Et c'est avec ces chiens-là, Colomb arrive une première fois en Amérique, il trébuche par hasard, il est persuadé d'être arrivé en Inde, mais peu importe. Et en tout cas, il prouve qu'il y a des terres lors de son premier voyage d'exploration. Et au deuxième voyage, un de ses investisseurs lui tape sur l'épaule et lui dit « Mais embarque donc des chiens, j'en ai 20 ». Donc Colomb embarque avec 20 chiens pour le second voyage. Et en fait, les chiens vont être instrumentaux dans la conquête des Amériques, parce que les Amérindiens ne connaissent en fait de chiens que ça, et au maximum ça pèse 30 kilos. Et c'est absolument pas méchant. Enfin, je parle des Aztèques et des Incas. Et donc, les chiens vont avoir un impact psychologique dévastateur sur les Aztèques puis les Incas, tout simplement parce qu'ils incarnent vraiment les chiens des enfers. Il faut lire les chroniques des conquistadors sur les chiens, c'est absolument terrifiant. On va faire du chien... de ces gros chiens dogs, un instrument de pouvoir pour briser les Amérindiens, pour les amener au travail forcé, sinon on les fait déchiqueter par ces animaux. Et quand la population des Amérindiens s'effondre et qu'on la remplace par des esclaves venus d'Afrique, c'est pareil, le dispositif concentrationnaire des grandes plantations fonctionne grâce aux chiens. Il faut imaginer, il y a une famille de blancs, quelques métis autour qui assurent l'ordre comme contremaître et qui règnent sur plusieurs centaines d'esclaves. Et ce n'est possible que parce qu'on a à domicile 10, 15, 20 de ces fauves et qui sont dressés à déchiqueter du noir à la moindre incartade. Ça s'est poursuivi jusque dans, il y a une trentaine d'années dans un livre de Romain Gary qui s'appelle Chien Blanc. Qui s'appelle Chien Blanc, où effectivement Romain Gary entre en possession d'un de ces chiens dressés par les suprématistes blancs pour attaquer à vue des Noirs. C'est assez facile à faire. On a le mode d'emploi dedans, c'est-à-dire qu'on peut faire distinguer des traits dans un humain pour un chien. Donc ce que je veux dire, c'est que le chien est une pâte à modeler tellement efficace qu'on a pu lui faire faire des horreurs. Mais ce n'est que parce que les humains ont choisi de lui faire faire des horreurs que les chiens les ont faites. C'est aussi à cause des humains du coup qu'on a formaté, parce qu'en général les personnes de couleur noire ont plus peur des chiens, ont des tendances à reculer devant les chiens. Je pense que c'est peut-être aussi, on a été aussi formaté, certaines personnes aussi, à avoir plus peur des chiens. Alors c'est une question de culture, c'est-à-dire que dans le monde musulman notamment, et une partie, la moitié, mettons, des Africains en France aujourd'hui sont d'origine musulmane, le chien est une souillure et donc on l'évite et on est mal à l'aise, on n'a jamais été mis en contact avec. Je ne pense pas que je pense que c'est juste une question de culture actuelle. Non, c'est pas une question de souvenir. Île créole, et puis parties comme la Guyane, où il y a beaucoup de chiens et de chiens errants, et c'est vrai que les populations, j'ai des amis antillais, ont toujours eu peur des chiens, et je leur ai dit mais tu les morts, etc. Et en fait, non, et c'est presque comme si ça relevait de l'épigénétique. C'est pas simplement de la culture, ça s'est toujours transféré de la grand-mère qui a dit oh non, il faut avoir peur, etc. Mais comme s'il y avait quelque chose qui était rentré dans les gènes, d'avoir peur des chiens, parce que c'était le chien qu'on envoyait sur l'esclave Ferron, c'était le... Et il y a j'ai l'impression, en écoutant un certain nombre de personnes antillaises, qu'il y a... Il suffit d'une transmission orale aussi pour transmettre cette peur, de raconter que ces chiens... Voilà. Après, aujourd'hui, ces chiens-là ont été sélectionnés en général pour leur douceur, c'est-à-dire qu'on n'a plus du tout, on a perdu ces gènes de l'agressivité qu'on a entretenus pendant plusieurs millénaires afin de faire la guerre, notamment parce que les armes à feu ont rendu obsolètes les chiens. C'est-à-dire que c'est plus tellement un adversaire à partir du moment où vous pouvez le fusiller à distance. À l'époque des engagements à l'arme blanche, un chien de 120 kg blindé, fallait réfléchir à deux fois. Et le labrador J'en vois plusieurs lever le doigt, donc ça va être... Alors le labrador, bon, on pourra en parler plus tard, mais madame? Vous disiez que le chien est malléable dans le mauvais sens, c'est-à-dire qu'il faut le transformer pour devenir une bête féroce, mais il est malléable dans l'autre sens aussi. Tout à fait. Un chien qui a été maltraité ou pas bien traité,
on peut en faire un chien parfaitement calme, avec beaucoup de patience. Donc c'est vrai que c'est un animal parfaitement malléable. Alors, si on peut faire ça, c'est-à-dire prendre un chien maltraité et le réhabiliter, faire en sorte qu'il redevienne confiant, c'est que depuis plusieurs millénaires, nous sélectionnons les chiens afin qu'ils nous fassent confiance. Donc c'est quelque chose qui est profondément imprégné dans leur génétique. La particularité, en fait, extraordinaire cognitive du chien, c'est que c'est le seul animal à lire notre regard. Alors je m'explique, tous les animaux, en fait la plupart des animaux ont les yeux sur les côtés. Et donc quand ils doivent suivre un mouvement, que ce soit une proie ou un prédateur, ils vont tourner la tête. Nous bougeons les yeux sur la plage de blanc que nous avons dans les yeux, qui s'appelle la sclérotique. Et la chose extraordinaire, c'est que les chiens sont les seuls animaux capables de lire notre regard, de voir où pointent nos yeux et de deviner de quoi il s'agit. Même le chimpanzé ne le fait pas. Donc il y a quelque chose d'absolument extraordinaire dans cette sélection-là qui a abouti à créer un être qui a notre écoute et qui peut anticiper nos besoins en lisant notre regard, en sachant que les chiens entre eux ne font pas ça, ils ne lisent pas leur regard, ils lisent un tas d'autres signaux qui sont dans la tension du corps, le poil est-il hérissé ou pas, les hanches sont basses, voilà, la queue debout, voilà. Il y a des tas de signaux entre chiens, mais ils ne lisent pas le regard d'autrui. En revanche, on peut aller très très loin dans l'illusion là-dessus. Par exemple, il y a eu des tours de magie où des prestigitateurs arrivaient sur scène et disaient « Mon chien comprend ce que je lui dis, tiens, va chercher la tasse rouge au milieu de plusieurs objets. » Et en fait, à la limite, on peut dresser un chien à trouver une tasse si on lui permet d'associer une forme à un mot, mais il ne discrimine pas vraiment les couleurs. Donc, voilà. Ce qui fonctionnait, en fait, c'est que discrètement, c'était cet objet-là que je fixe très rapidement. Et le chien va droit sur l'objet. Et il y a eu de nombreuses histoires autour de ça qui montrent qu'en fait, les chiens comprennent ce qu'on leur dit, mais non seulement par l'intonation, ils comprennent donc la tension dans notre voix, mais ils comprennent aussi notre langage corporel, en fait. Ils savent le lire beaucoup plus efficacement que nous-mêmes, nous le lisons entre nous. Alors, il y avait du labrador et une autre question. Bon. Chihuahua. D'accord. Alors, comme il ne reste plus beaucoup de temps, enfin, je ne sais pas si c'est impératif de rester sur le... Yolande, c'est impératif de rester sur le temps ou je rebondis? D'accord. Alors, ce qui est le plus proche du labrador, c'est ce chien-là. Le Landseer, parce qu'il fait partie des chiens d'eau qui ont participé à la diffusion en fait de la suprématie britannique sur les mers au XVIIIe, XIXe siècle. En fait, historiquement, la Grande-Bretagne a dominé le monde au XIXe siècle par les colonies grâce à sa flotte. Et il y a eu un moment où on avait besoin de chiens à bord. Et les meilleurs chiens qui ont été sélectionnés à cette fin, d'où descendent les labradors, Terre-Neuve, Landseer, qui est le cousin du Terre-Neuve, ce sont des chiens qui en fait avaient un poil imperméable qu'on trouvait sur les côtes nord-atlantiques d'Amérique du Nord, Labrador, Terre-Neuve, etc. Parce ils étaient croisés avec des chiens indigènes qui avaient l'habitude de l'eau, de vivre dans les masses d'eau qui sont là-bas et de se nourrir de poissons. Donc on a croisé ces chiens avec d'autres chiens européens et la marine britannique ne partait jamais sans un ou deux chiens à bord. D'abord parce que ce sont de formidables ratiers, ensuite parce qu'ils sont autonomes dans leur capacité de se nourrir, ils peuvent manger du poisson, ça ne dérange pas, voire même aller pêcher du poisson, en tout cas ces chiens-là le faisaient, et surtout à une époque où tout le monde ne savait pas nager, ils n'hésitaient jamais à sauter à l'eau pour ramener quelqu'un à bord. Et aujourd'hui, on utilise encore les Terre-Neuve comme chiens de secours en mer, puisqu'ils sautent à l'eau et vont chercher les gens. Et par exemple, quand on lit les mémoires de Napoléon, on se rend compte qu'il a affaire à plusieurs reprises à des chiens. Et il y a un de ces chiens qui a changé le destin du monde. Lorsque Napoléon, après une première défaite, a été enfermé à l'île d'Elbe,
Il est parti de nuit de l'île d'Elbe pour rejoindre un groupe de ses partisans. Et à bord du bateau de pêcheur où il avait embarqué, il a trébuché et il est tombé à la flotte avec ses bottes, son sabre, direction le fond, et il se serait noyé s'il n'y avait pas eu à bord du bateau de pêcheur un Terre-Neuve qui a sauté à l'eau pour aller le pêcher. Voilà. Et on retrouve un autre Terre-Neuve dans l'histoire de Napoléon, c'est lors de sa seconde incarcération, définitive celle-là à l'île de Sainte-Hélène. Il se plaint de ce que le Terre-Neuve de son gardien lui fauche sa nourriture. Pour poursuivre dans cette idée-là, je ne voulais pas poser innocemment, ça s'appelle l'empathie chez l'animal. Et le Terre-Neuve va chercher des gens qui se noient, donc il y a un phénomène empathique. Comment se passe, d'où ça vient, comment ça s'est apparu chez le chien On a sélectionné le chien pour qu'il soit à notre service et qu'il nous aime. C'est vraiment quelque chose qui était génétiquement sélectionné et imprimé en lui. Dans mon idée, c'est aussi l'empathie d'un chien envers un autre chien. Il y a à la télé, ils ont montré, alors est-ce que c'est un fake news, j'en sais rien, il y a quelques années, un chien qui est allé ramasser un autre chien blessé au milieu d'une autoroute. Mais des cas d'assistance entre animaux de même espèce sont nombreux et attestés, et même en interespèces, on a vu des interactions, enfin Yolène pourrait mieux en parler que moi, mais voilà. Donc que les chiens le fassent entre eux n'est pas tellement étonnant. Ce qui est vraiment surprenant, c'est cette systématisation qu'on a réussi à créer en eux sur une sélection génétique pour... comment dirais-je, imprimer cette volonté en eux. Alors ce qui est intéressant aussi pour le Landseer, s'il porte le nom d'Edward Landseer, qui est un grand peintre animalier, le favori de la reine Victoria, c'est qu'il est noir et blanc. En fait, c'était pour figurer dans les tableaux, que Landseer voulait des chiens parfaitement esthétiques, etc. Par exemple, là il n'est pas sur la lignée, mais vous connaissez tous le Montagne des Pyrénées, qui est un gros chien de défense, le Patou, qui est tout blanc. Vous connaissez également peut-être le Marennes et Abruzzes, qui est également tout blanc. Donc ces chiens-là ont en commun d'être des chiens qui ont été sélectionnés pour leur masse. C'est pour ça que ça s'appelle Montagne des Pyrénées, parce qu'ils devaient protéger les moutons des prédateurs. Il fallait qu'ils fassent en groupe face à des meutes de loups ou à des ours. Donc on a sélectionné la masse, mais pourquoi sont-ils blancs? C'est tout simplement parce qu'un auteur latin qui écrivait sur les chiens, Columelle, a écrit « Le bon chien de garde est noir pour surprendre le voleur dans les ténèbres ». Et le bon chien de berger, enfin le bon chien de garde des troupeaux est blanc pour être visible dans le troupeau. Parce qu'il est d'un blanc éclatant qui le distingue des moutons et des prédateurs qui sont généralement bruns. Et c'est parce que pendant 17 siècles, les bergers persuadés que le bon chien de garde de troupeau devait être blanc, ils regardaient la portée. Ah non, celui-là noir, celui-là il a des taches, celui-là, je garde celui-là blanc. Et au bout de 15, 12, 10 siècles où vous sélectionnez que du blanc, vous avez un lignage où il n'y a plus que le gène blanc. Et c'est comme ça qu'on fabrique du Landseer ou des chiens de couleur déterminée quand on veut définir une robe. On sélectionne dans les portées celui qui porte le bon trait. Et c'est comme ça qu'on sélectionne aussi celui qui a de la masse musculaire, celui qui est rapide, etc. Tout simplement parce que les chiens sont extrêmement prolifiques. Oui, on n'a pas parlé des chacals et des hyènes. C'est quoi, c'est des cousins des... Alors les hyènes sont des félidés, donc je les écarte tout de suite. Pour les chacals sont très proches. En fait, il existe 3 espèces de chacals qui ressortent de 2 genres différents, pour faire court. Mais tous sont assez proches des chiens et loups, et donc peuvent s'hybrider avec. Mais on ne l'a pas fait, et dans les temps anciens, certains naturalistes pensaient qu'on avait fabriqué le chien en mélangeant du loup, du chacal, du renard, voilà. Ça aurait été possible, mais ce n'est pas le cas. Je me pose la question des chiens frivoles, je m'explique. Ces chiens qui apparaissent au début du 19e siècle dans les bras des élégantes, pourquoi les crétons, d'où viennent-ils? Est-ce que c'est une demande de la mode? Alors on peut poser la question à Shih Tzu,
le petit chien qui flotte. Alors initialement, je l'ai mis au-dessus des autres, simplement parce que Franz Kafka en parle dans une nouvelle des années 1930. Il se met dans la peau d'un chien qui philosophe, et ce chien s'étonne de chiens volants dont on lui a rapporté l'existence, qui vivent dans les manchons et ne descendent jamais sur terre. Sont-ce encore des chiens alors qu'ils ne sont même plus capables de se déplacer? Alors, le Shih Tzu a une histoire parallèle à celle du bichon maltais. En très gros, il y a 2000 ans, ont émergé de part et d'autre de l'Eurasie deux grandes sociétés extrêmement avancées pour leur temps, qui sont l'Empire romain et la Chine des Han. Et dans les deux cas, on voit apparaître des chiens vraiment définis pour être des petits chiens qu'on emporte avec soi comme confident et distraction. Ce qui est amusant, c'est qu'il y a plein de recettes magiques pour fabriquer du petit chien. Dans les écrits chinois comme dans les écrits des latins, on explique pour fabriquer du petit chien, comment dirais-je, aux yeux qui, au lieu d'être latéraux, sont centrés, grands yeux, petit nez, le plus petit possible, le poil le plus soyeux possible. Donc tout ça, bichon, shih tzu, lhasa apso, tiennent du même ordre. C'est vraiment des jouets. Et d'ailleurs, les plus petits d'entre eux aujourd'hui sont appelés des toys. Ce n'est pas un hasard. Et donc les sociétés très riches romaines et chinoises s'en entichent. Et puis, le secret de les fabriquer s'en perd. Alors il y avait différents secrets. Par exemple, si vous vouliez du poil frisé, les Romains disaient il faut envelopper la niche de peau de mouton, là où est conçu l'animal. D'autres disaient si vous voulez un nez écrasé, il faut, dès que vous avez le chiot, lui écraser le nez avec votre pouce. La méthode est un peu atroce. Et il y en a d'autres qui sont un peu plus sérieux, qui disent par exemple il faut donner un peu moins à manger à la femelle pour que, effectivement, par épigénétique, si vous nourrissez moins la femelle, les petits seront un peu plus petits. Bon, mais quoi qu'il en soit, ces chiens-là ont continué en Chine parce qu'ils ont été transmis par les moines bouddhistes se servaient de ces petits chiens pour dératiser les monastères. Donc on voit une conservation des shih tzu ou équivalent, ce qu'on appelle les lhasa apso au Tibet, assez longtemps. En Occident, ça se perd, mais à la Renaissance, le courant humaniste décide de ressusciter les modalités de l'Antiquité, et donc notamment ça va passer par la reconstitution des chiens antiques, et donc on va reconstituer le bichon maltais. Donc on va faire un petit chien blanc tel que décrit, puis très vite il y a une concurrence entre différentes villes. On assiste à la naissance d'un bichon de Bologne, puisque les Espagnols traversent l'Atlantique avec leur bichon, se retrouvent avec un bichon havané. Donc la multiplication de ces chiens, c'est la société de la Renaissance, société élitiste de la Renaissance, qui au XVIe siècle vraiment fait des petits chiens que l'on met sur la table et qui incarnent le pouvoir des gens qui les possèdent. Ces chiens-là mangent dans l'assiette du maître, donc ils mangent mieux que les dépendants humains autour. Ils n'ont pour but que d'être pomponnés, véhiculés, etc. Les seuls êtres auxquels, par exemple, Louis XIV, un peu plus tard, servira à manger de sa main, ce sont ces bichons. Ce sont ces petits chiens qu'il nourrit lui-même. Il embauche d'ailleurs, et comme certains de ses aïeux, un boulanger à seule fin de faire des pâtisseries pour ces petits chiens qu'il leur distribue. Alors vous allez me dire, des pâtisseries, on embauche un boulanger pour nourrir les chiens. Alors c'est très symbolique, c'est-à-dire que par exemple, les chiens de chasse de l'élite à la Renaissance, ils sont nourris de viande pour être agressifs, mais on pense que le pain pacifie. Donc on nourrit de farine de blé les petits chiens que l'on a avec soi. Il y a un roi qui est connu pour avoir des chiens, c'est Henri III, qui se déplaçait sans cesse avec 3 petites bichonnes. Il avait même fait construire une sorte de harnais panier avec du satin, et il se déplaçait avec ses 3 chiens en permanence. Il recevait les ambassadeurs avec ses chiens sur ses genoux. Incidemment, ces chiens servaient aussi à l'alerter en cas de tentative d'assassinat. Voilà. Ces chiens avaient une utilité. Un Lhasa apso a également sauvé la vie du 5e Dalai Lama, celui qui a vraiment fait de la lignée des Dalai Lama la puissance politique que l'on sait, parce qu'il l'a averti de la présence d'assassins dans sa chambre. Donc, c'était des chiens qu'on a continué à avoir pendant très longtemps, qui sont très pratiques d'ailleurs. Ils ne mangent pas beaucoup, ils en ont très peu de besoin, ils ont été sélectionnés pour être de véritables jouets en fait. Il y a plein de doigts qui se lèvent, je suis obligé. Je vais peut-être demander à madame. Je regarde madame. Il me semble que le lingot avec le lévrier ressemblerait aussi au Nico de Latina.
Oui, alors il y a plein de lévriers qui se ressemblent, c'est-à-dire que le chien dont vous parlez, Cernenko, c'est ça ? Oui, Cernenko de l'Etna. Ils se ressemblent tous parce qu'ils sont issus d'un même fond, en fait. Et souvent, on les a renforcés en plus avec des races déjà définies. Alors, il faut se méfier de la fabrique des races. Par exemple, on peut prendre le cas de ce géant débonnaire qu'est le Saint-Bernard. Je ne sais pas si vous allez souvent en Suisse, mais dans ce cas, allez voir, il y a un musée en Suisse où vous avez le premier Saint-Bernard de référence qui est Bari. Vous pouvez d'ailleurs, si vous êtes à Paris, prendre le RER, aller à Asnières. À Asnières, il y a le premier cimetière canin et il y a un mausolée juste à l'entrée du cimetière dédié à Bari. On voit Bari, puissant Saint-Bernard avec un enfant sur son dos et en dessous son épitaphe. Il sauva la vie à 40 personnes, la 41e le tua. En fait, c'est de la légende. C'est-à-dire que Bari, on l'a empaillé à sa mort, donc c'est un chien qui a travaillé pour l'hospice du Grand Saint-Bernard dans les années 1800, et il allait dans la montagne et il ramenait les voyageurs égarés. Plus tard, on lui a donné un tonneau, mais ça c'est encore Édouard de Landseer, le même qui a conçu ce chien-là, qui a inventé cette histoire de tonneau dans lequel le chien aurait amené un peu d'alcool pour réchauffer les gens gelés. Mais en fait, quand on a empaillé Bari, et que les Anglais se sont mis en tête de lui rendre un pèlerinage, puisqu'ils adoraient cette histoire de chien qui était souvent peinte, le chien qui allait sauver les gens dans la montagne, ils ont été vachement déçus. Parce qu'entre les années 1820, où on a empaillé Bari, et les années 1890, où on avait défini à quoi devait ressembler un vrai Saint-Bernard, le type même des chiens avait complètement évolué. C'est-à-dire que le vrai Bari, il ressemble à quoi ? Ah ça. En gros, il a des pattes beaucoup plus courtes, il était beaucoup plus petit que ça, des pattes beaucoup plus courtes. Surtout, quand on l'a empaillé dans les années 1820, on pensait qu'un chien c'était forcément un esclave au service d'eux. Donc on l'a empaillé, il faisait le nez pointé vers le sol, la queue rabattue entre les pattes, il avait des pattes très courtes, il n'avait pas de masse musculaire, il n'avait pas les grosses bajoux, il n'avait pas les grosses oreilles, il ressemblait à un chat, un chien, un bâtard, quoi. À rien. Et donc, on l'a, on a amélioré la dépouille. C'est-à-dire qu'on a rajouté 10 cm dans les pattes pour le rehausser. On a refait l'empaillage, on a dilaté la peau pour qu'il soit un peu plus massif. On a fait de la chirurgie esthétique sur la tête pour qu'il ait les bajoux adéquats. Et même encore aujourd'hui, il ne ressemble guère, en dépit de ce... maquillage opéré au début du XXe siècle, il ne ressemble guère à un vrai, entre guillemets, Saint-Bernard. Ceci pour dire qu'on a vraiment fabriqué les chiens dans la seconde moitié du XIXe siècle selon nos imaginaires. En fait, la seule particularité de Bari, c'était d'avoir un poitrail assez large pour pouvoir fendre la poudreuse et continuer à avancer tranquille, et probablement des pattes assez épaisses, comme tous les chiens de berger qui devaient traîner à ce moment-là dans les Alpes, c'est-à-dire une sélection locale adaptant le chien aux conditions climatiques des Alpes. Peut-être j'ai oublié des questions, monsieur en avait une, et puis après je viendrai vers vous. Je venais d'en parler un petit peu. Vous avez parlé d'effet de mode, par exemple, pour les petits chiens. Là, vous venez de parler de la qu'on a fait grossir après. Combien de générations faut-il fabriquer? Et est-ce que c'est plus facile de fabriquer des petits que des gros? Alors, pour les petits ou les gros, je ne sais pas, ça dépend du matériau que vous avez à votre disposition. Pour fabriquer des chiens, il faut très très peu de temps. C'est plus une question administrative en fait. Génétiquement, c'est assez facile, mais après, il faut avoir assez d'influence pour convaincre les instances de créer, des instances cynologiques de créer des races. Quelques générations suffisent, une dizaine, je dirais, suffirait à définir un type que vous puissiez présenter comme une race définie. Sauf que ça devient de plus en plus compliqué. Le marché est vraiment occupé aujourd'hui. En France, on reconnaît plus de 350 races. Dans le monde, oui, on approche peut-être des 400. Alors, c'est compliqué parce qu'il y a des races qui sont définitivement acquises et d'autres qui sont probatoires. Donc, il y a plusieurs classements déjà à l'intérieur des fédérations. Il y a plusieurs fédérations internationales qui ne sont pas forcément d'accord. Mais si on combine toutes les fédérations dans le monde, on arrive à quelque chose comme 1 millier de races. Donc voilà, il y a une diversité folle. Et ce qui explique d'ailleurs la perplexité même des experts à se dire tiens ça c'est ça ou ça, parce que
Ils sont issus du même fond, en fait. C'est difficile. Alors, excusez-moi, il y a quelqu'un qui... Le monsieur avait une question. Mais c'est un rapport à ce que vous dites, parce que ma question, en fait, concerne les LOF. C'est-à-dire la norme pour une race de chiens. Et dans quel état d'esprit et à quelle époque, en fait, on a inventé ça? Alors, le LOF, c'est le livret des origines français, donc qui sert à définir les canons auxquels doivent obéir les races. Alors, je vous ai dit, pour clarifier les choses tout à l'heure, qu'on définissait les chiens selon 3 catégories d'intervention morphologique, qui étaient les types. En très gros, on a fabriqué un animal adapté à une tâche. Après, les variétés, on a fait quelque chose d'un peu plus précis en modifiant vraiment les corps des chiens, mais pas forcément avec un souci esthétique. Et les races, qui correspondent à un véritable souci esthétique. Et les premières races ont été enregistrées en Angleterre dans les années 1860. Et très vite, Napoléon III en France, l'entourage de Napoléon III en France a importé cette idée. Et donc, on a commencé à définir ce que devaient être des races, avoir des pédigrés, autour des salons canins, dans les années, en France, 1870. Et le LOF, il date du tout début du XXe siècle, où on fait une démarche administrative, on crée des clubs en charge de tel ou tel animal. On s'entend au niveau international pour faire des alliances. Alors, il y a toute une histoire des alliances canines, mais en très gros, la France va d'abord s'entendre avec les pays francophones alentours. Ça va tomber un peu à l'eau pendant la Seconde Guerre mondiale, puis on recrée des instances stables aujourd'hui, qui définissent ce que doivent être les races et qui administrent les processus administratifs permettant de créer ou de valider l'appartenance à telle ou telle race. Ça vient en fait dans un monde de contrôle de plus en plus perfectionné, c'est-à-dire il y a certains auteurs historiens qui disent qu'en fait ce qu'on a fait aux chiens, c'est ce qu'on fera aux humains plus tard. Par exemple, l'éradication des chiens errants des villes précède l'urbanisme contemporain où on chasse les vagabonds, on oblige les gens à avoir des papiers d'identité, etc. De la même façon, on a obligé les chiens à avoir des enregistrements, des carnets de vaccination, etc. Et je vous le disais, en France, jusqu'à la fin du XIXe siècle, on trouvait des chiens errants qui ressemblaient aux chiens gaulois que les Romains avaient rencontrés quand ils étaient arrivés. Et ces chiens-là, ils n'existent plus parce que les races étaient un processus de fabrication élitiste. Et d'ailleurs, les élites de la fin du XIXe siècle se plaignent du désintérêt complet du public pour les salons qu'ils organisent. Eux, ils sont passionnés pour créer telle ou telle race. Parfois, il y a des afflux spectaculaires, mais parfois, les salons sont complètement boudés par le peuple qui ne s'intéresse pas à la création de chiens. Donc aujourd'hui, nous vivons sur cet engouement pour certaines races. C'est d'ailleurs savamment entretenu par le marketing. Mais tout ça, c'est une histoire relativement récente. J'avais une question sur la différenciation entre le renard et le loup. Puisque depuis le Moyen-Âge, je crois, on oppose toujours dans le roman de Renard l'intelligence du renard et la balourdise du loup. Et qu'est-ce qu'il faut en tirer par rapport à la société? Un imaginaire des animaux qui prête certaines vertus aux animaux par moment. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si certains littérateurs du Moyen-Âge prêtaient telle ou telle vertu aux animaux, et ce selon une tradition antique établie depuis au moins Ésope, l'idée qu'on a toujours calqué une image sur un animal, c'est-à-dire que longtemps, par exemple, on a pensé que les animaux n'étaient que des machines réagissant à des stimuli programmés, etc. Et les débuts de la psychologie ont été aussi calibrés là-dessus, c'est-à-dire qu'on a des psychologues qui, dans les années 20, font souffrir des chiens, ont des réactions où les chiens montrent très clairement qu'ils souffrent, mais ils en déduisent que le chien est programmé pour mimer la douleur, au lieu d'en déduire tout bêtement que le chien souffre. Ce que déjà avait écrit Nicolas Malebranche à la fin du XVIIe. On était toujours dans cette logique mécaniste assez longtemps, mais même vis-à-vis de notre propre espèce, on a longtemps pensé que les bébés ne souffraient pas. Aujourd'hui, quand un bébé souffre, on le sait, on lui administre des antalgiques. 50 ans avant, c'était pas si évident, c'était encore une matière de débat. Et on les endormait sans morphinique. Ils étaient curarisés et endormis, c'est atroce, quoi.
Ouais. Sur les humains, je vous laisserai parler. Je connais, donc c'est ignoble. Donc effectivement, les animaux sont le support de nos idées préconçues. Ce qu'il y a de bien avec le chien, c'est qu'en plus, ces idées préconçues, on peut les transformer en visuel, en véritable. On peut modeler l'animal. Et le basséhound alors? Ah, le basséhound, ben, c'était pour la chasse, mais là, ça va nous amener très très loin. Oui, bon, on peut prolonger ailleurs, c'est... Tu peux continue là, puis après on va aller à la discussion jardin, parce que du coup, les questions, ils auront fait... Oui, alors Pierre ce matin a évoqué la domestication du chien comme étant un pacte noué autour de la chasse. C'est tout à fait possible. D'autres auteurs avancent, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la possibilité que le chien soit entré en interaction avec les humains en dévorant les excréments et en se nourrissant des ordures que les humains leur laissaient généreusement. Peu importe en fait. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, c'est autour de la chasse et de la guerre que les chiens ont le plus évolué, tout simplement parce que les humains de l'élite pouvaient contrôler les corps des chiens et donc faire des serviteurs pour les accompagner dans leurs tâches. Et depuis au moins 5500 ans, les deux privilèges de l'élite ont été de faire la guerre et la paix. Alors ça se comprend aisément, c'est que dans un monde où il y avait encore des gros animaux et où il était légitime de les chasser, la chasse préparait à la guerre. C'est-à-dire qu'à la Renaissance, par exemple, on chasse les gros animaux avec des armes de guerre. On rabat les cerfs et les sangliers avec des meutes très importantes, assistées par tous les villageois qu'on a réquisitionnés, dans un point d'eau près du château. Il ne faut pas trop se déplacer, se fatiguer. Et quand l'animal est embourbé, blessé dans le point d'eau, donc vous avez un cerf ou un sanglier, furieux, là vous sortez vos armes qui vous servent à faire la guerre, l'épée, la masse d'armes. C'est pas du tout approprié pour aller tuer un animal, et vous allez au corps à corps parce que la chasse, vue comme ça, prépare à la guerre et ça permet d'exercer un monopole en fait sur ces activités violentes. Et donc toutes les variétés ou presque chères aux auteurs romains puis aux auteurs de la Renaissance sont apparues autour de ces activités de chasse. Et ce pourquoi on trouve des chiens dédiés à la chasse à partir de l'Antiquité romaine, avec un luxe de détails, des variétés extrêmement précises. Certains chiens servent déjà de pointers, c'est-à-dire ils se contentent juste de pointer où est le gibier. D'autres lèvent les oiseaux pour qu'on lâche des faucons ou pour qu'on abatte les oiseaux avec des frondes. D'autres sont spécialisés, parmi les chiens de chasse, dans le fait de flairer le sang, un animal blessé par une flèche par exemple, et d'aller l'acculer. D'autres sont des aboyeurs qui vont courir après le cerf ou le sanglier pour signaler sa présence. D'autres sont des gros animaux sélectionnés pour aller au corps à corps avec les chiens et les sangliers, les blesser et les conditionner pour l'affrontement final. On va diviser ainsi si on va dans l'Antiquité, on a à peu près une vingtaine de types de chiens avec une fonction précise suivant les différents écrits antiques. Et ces chiens sont reconstitués à la fin du Moyen-Âge et à la Renaissance avec toute une palette. Donc un certain nombre des chiens contemporains sont issus de ces sélections dédiées à certaines tâches. Ce qui explique enfin pour le basséhound que ce soit aujourd'hui le meilleur flaireur du monde animal que l'on connaisse. Les militaires américains ont fait un test pour comparer l'efficacité des nez électroniques des chiens et de différents autres animaux réputés pour leur odorat, notamment le cochon. Et le basséhound a remporté haut la main ce genre de challenge. Prendre une mine en plastique, l'enterrer à 1 mètre sous le sol, répandre de l'essence, brûler, répandre d'autres explosifs autour pour embrouiller toute détection, laisser passer 6 mois dans un climat froid chaud et amener le chien, il vous trouvera la mine. C'est le seul capable de faire ça. Et donc, effectivement, cette formidable ressource génétique qu'on a créée peut servir à tous. C'est-à-dire que ces chiens sont capables de détecter certaines formes de cancer, voire beaucoup plus, c'est ce qu'on est en train d'expérimenter. Et ça a été découvert par sérendipité, c'est-à-dire par hasard. Un chien qui, sur sa maîtresse, pointe sans cesse quelque chose dans son dos, elle s'inquiète, elle va voir son dermato, et voilà. Et depuis, on sait, et ça commence à se faire, que les chiens sont capables d'exploits de ce genre. Et en fait, on a vraiment
pas fini de découvrir toutes les merveilles qu'ils peuvent faire, mais il faudrait aussi leur faire confiance. On sait qu'on peut s'en servir dans les maisons de retraite ou vis-à-vis de personnes handicapées mentales pour établir des contacts. Voilà, il y a d'infinies ressources dans les chiens parce qu'on les a vraiment modelés depuis 15 000 ans pour être à notre service. Donc c'est un plaidoyer un peu aussi pour qu'on les regarde différemment et qu'on se préoccupe de leurs besoins affectifs, parce que c'est très cruel de laisser par exemple un chien enfermé toute la journée chez soi, puisque c'est un animal qui a été conditionné à être heureux en notre présence. Et on l'a sélectionné pour ça. Voilà, il faut y penser. Les chats et les chevaux aussi ont le même rôle. Alors, c'est un peu plus nuancé, compliqué pour les chats. Alors, les chevaux, je connais moins bien. Mais il est plus facile, en fait, de faire intervenir un chien dans des contextes thérapeutiques, à ma connaissance, qu'un chat. Mais on a enfin, c'est pour déterminer les gens qui vont mourir dans la nuit, ils émettent des molécules. Le chat détecte ces molécules. D'accord, c'est possible. Donc pas pour le thérapeutique, pour détecter les gens qui malheureusement risquent de mourir dans la nuit. D'accord. J'espère que vous avez apprécié ce voyage dans le passé de la vie. Merci beaucoup.